appétit vous titillera le plus au moment des questions. En attendant, il nous reste une question essentielle à traiter. On vient de faire un tour, un cas d'étude d'une catastrophe assez terrible. On vient de voir le contexte juridique, on vient de voir le contexte des compensations économiques. Alexandre Faro va nous parler. C'est un spécialiste du droit de l'environnement. Je devrais le remercier. Il représente régulièrement des associations dans des contentieux pour les infractions environnementales. Il a représenté de nombreuses parties civiles associatives et pourra nous donner une vision entre la procédure de l'ERICA et celle du Prestige, et peut-être une vision plus générale. Alexandre Faro. Bien, bonjour à tous. Alors j'ai cru comprendre qu'on avait parlé d'économie maritime ici avant de parler de catastrophes maritimes. Et puisqu'il est question d'économie, je voudrais peut-être commencer mon propos par une citation. C'est une citation qui résume assez bien le point de vue du monde maritime autour de la préservation de l'environnement. Alors c'est une citation de Marx, non pas de Karl Marx, mais de Groucho Marx, qui dit « Je ne vois pas pourquoi je devrais me soucier pour les générations futures, puisqu'elles n'ont rien fait pour moi ». Et c'est un peu la position du monde maritime et des armateurs. Alors, je vais vous donner une autre lecture de l'histoire de la prévention des catastrophes maritimes. Corinne Lepage a commencé à le faire, mais je voudrais compléter simplement son propos là-dessus. Ce n'est évidemment pas un monde de bisounours qui nous entoure et qui se préoccupe uniquement d'acheminer ce pétrole en quantités importantes pour nourrir nos besoins. C'est aussi un monde qui sait entendre et tirer les leçons, qui sait entendre les risques qu'il y a derrière le mot responsabilité et qui sait en tirer les leçons. Alors, vous avez compris que le droit maritime s'est replié sur un système de responsabilité sans faute, avec un fonds de garantie, FIPOL, et une canalisation des responsabilités sur la tête de l'armateur. Remontons un petit peu en arrière, remontons à ces fameuses catastrophes qui ont frappé régulièrement les côtes des deux Finistères, puisque nous sommes, aussi bien l'Espagne que la France, le Finistère galicien et le Finistère breton sont statistiquement les deux régions du monde qui sont le plus souvent frappées par des marées noires. Eh bien, ces catastrophes, on a bien compris qu'elles font progresser le droit international maritime, mais quelque part, j'ai un regret que ces catastrophes-là n'irriguent pas également les bords de la Tamise, puisque c'est là que se fait le droit international et le droit de la mer. Et ce qu'il s'est passé à la suite de ces différentes catastrophes est, de mon point de vue, la chose suivante. Il fut un temps où le pétrole était transporté par les compagnies pétrolières elles-mêmes, Amoco Cadiz, Exxon Valdez. Donc ce sont les sociétés pétrolières qui transportent ce pétrole. Comme elles ont eu peur que l'on puisse venir, c'était la théorie, la fameuse théorie, on l'a entendu également au procès, de la deep pocket, c'est parce que nous sommes riches que nous allons devoir rendre des comptes. Pour éviter de tomber dans ce schéma-là, ces compagnies pétrolières se sont progressivement débarrassées de leur flotte. Elles ont externalisé les flottes pétrolières au profit de sociétés de plus en plus opaques qui naviguent sous des pavillons de complaisance, des sociétés d'ailleurs qui ne sont propriétaires que d'un seul navire pour permettre de brouiller un petit peu les pistes et surtout de ne pas engager leurs responsabilités au-delà du raisonnable. Donc, la contrepartie, c'est la création de ce fonds, ce fameux fonds FIPOL, dont on a très bien compris qu'il était insuffisant. Il a été relevé grâce ou à cause des différentes catastrophes. Il a été relevé à la suite de l'ERICA. On était à peu près à une garantie de 200 millions d'euros avant l'ERICA. Nous sommes aujourd'hui sur un montant qui est proche d'1 milliard, mais encore une fois, un montant qui est très éloigné de la réalité du préjudice écologique, puisque j'ai vu que l'État espagnol demandait une réparation à hauteur de 4,5 milliards d'euros pour l'État espagnol et à hauteur, puisqu'il représente aussi les intérêts de l'État français, à hauteur d'une somme plus ou moins équivalente de 4 milliards aussi pour la réparation du préjudice écologique au nom de l'État français. Bien. Il y a néanmoins, et donc, pour terminer juste sur cette histoire rapide du transfert de responsabilité, les affréteurs, donc les compagnies pétrolières,
qui représente, et ne l'oublions pas parce que ce chiffre est important, on vous a parlé d'un transport maritime international en perpétuelle évolution, en plein développement, mais le transport d'hydrocarbures en mer représente 40% du transport maritime. Cet immense transport maritime dont M. Valla vous a parlé, il est essentiellement constitué par du transport d'hydrocarbures. Eh bien, les compagnies qui ont intérêt à ce transport, c'est-à-dire les affréteurs, sont les grands absents de la responsabilité pénale et civile. Ils ne sont pas sur le banc des accusés en Espagne, ils l'ont été, et c'est l'une des victoires du procès de l'Erika, puisque la société Total a finalement été reconnue comme pénalement et civilement responsable du produit transporté par les navires, mais c'est à eux que profite en premier lieu le transport maritime. Alors, quels sont les points communs que l'on a entre ces deux affaires, l'Erika et le Prestige? Premier point commun, et Yann Rabuteau, je crois, vous disait que la création du FIPOL permettait une indemnisation rapide des victimes. Premier point commun, 10 ans d'instruction. Dans les deux dossiers, il faut 10 ans pour tirer les choses au clair. Il a fallu 3 ans aux juges français pour déterminer qui était in fine derrière les sociétés écrans qui étaient cachées au Libéria, en Grèce, ou à Zoug, en Suisse, pour déterminer qui étaient les véritables propriétaires du navire. 10 ans d'instruction. Dans les deux cas, on a la même gestion du problème sur le plan maritime, c'est-à-dire une gestion désastreuse où les personnes responsables ne savent pas s'il vaut mieux faire venir le bateau dans un port refuge ou l'éloigner. Et dans les deux cas, l'arbitrage a été mauvais, puisque dans les deux cas, le navire a été éloigné par les autorités maritimes responsables. Le gestionnaire du port de Saint-Nazaire a refusé l'Erika, et c'est la raison pour laquelle il est allé s'échouer en mer, et l'autorité maritime compétente espagnole l'a également refusé, alors que vous avez vu à travers l'exposé de Mme Marta dans son exposé, elle nous a montré qu'il a fallu 4 jours entre le moment où l'avarie se présente et le moment où le navire se casse en deux, ce qui laissait largement le temps de l'accueillir dans un port refuge et on aurait limité l'étendue de la catastrophe. On a également deux choses qui se ressemblent beaucoup dans les deux cas, et c'est toujours ce fameux pavillon de complaisance dont M. Valla vous a dit que la guerre n'était pas perdue, qu'elle était sans doute gagnée. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nombre de navires dans le monde naviguent encore et toujours sous pavillon de complaisance, que ces pavillons de complaisance-là n'ont pas les moyens, ni la volonté du reste, de se doter d'autorités maritimes compétentes, et ce sont ces autorités maritimes de l'État du pavillon qui délivrent les certificats de navigabilité. Partant de là, nous n'avons aujourd'hui aucun moyen de garantir que les navires qui battent des pavillons de complaisance sont aptes à naviguer. Première difficulté. Deuxième difficulté, il n'y a pas que des pavillons de complaisance qui hébergent des navires, il y a également des pavillons de complaisance ou l'équivalent, c'est-à-dire des paradis fiscaux, qui hébergent également les affréteurs de la cargaison. Et il aura fallu beaucoup de temps aux deux juges, espagnols et français, pour déterminer qui était, sinon la personne morale, du moins la personne physique qui était derrière le contrat d'affrètement. En Espagne, ils ne sont pas là, mais je pense que leur nom mérite d'être cité, puisqu'on a réussi à remonter assez loin pour savoir que ce pétrole-là appartenait à travers des sociétés écrans à deux oligarques russes, donc Mikhail Friedman et Piotr Aven, dont l'un est ministre dans son pays et l'autre est l'une des plus grandes fortunes du monde. Ces deux personnes-là ne sont pas sur le banc des accusés, ni même sur celui des civilement responsables. C'est une anormalité. Merci pour le petit verre d'eau. C'est une anormalité, donc, du droit, et malheureusement, je crains que le procès du Prestige nous laisse tous un peu sur notre faim à cause de cette absence notable. Alors, ce qui est différent entre les deux procès, c'est que dans le procès du Prestige, le FIPOL, le fameux fonds, est présent sur le banc des, non pas des prévenus naturellement, mais des civilement responsables dans le procès espagnol, alors qu'il n'était pas présent dans le procès de l'Erika. Il n'était pas présent dans le procès de l'Erika parce que
le FIPOL a, au début, essayé de, on va le dire poliment, mais de contester la légitimité du juge pénal français. Son système d'indemnisation entonnoir, en fait, lui permettait de penser qu'on pouvait souverainement empêcher un procès pénal dans un pays. Ce n'est plus le cas, et c'est l'un des mérites importants du procès de l'Erika. Donc aujourd'hui, le FIPOL joue le jeu, entre guillemets, puisqu'il est sur le banc des civilement responsables en Espagne. Autre chose un peu intéressante et un peu cocasse, c'est que vous allez retrouver une partie dont j'ai déjà parlé à la fois sur le banc des prévenus, l'État espagnol, par le biais de l'autorité maritime qui est poursuivie, puisque si elle est condamnée, c'est l'État espagnol qui devra plaider, et en même temps sur le banc des victimes, c'est-à-dire l'État espagnol réclame des sommes d'une main et pourrait devoir les payer de l'autre, ce qui quelque part aussi montre l'absurdité du système. Alors, je voudrais maintenant, peut-être pour terminer mon propos, puisque l'heure avance, conclure en rappelant une chose quand même qui me paraît importante. On parle beaucoup des marées noires, et c'est logique, c'est normal. Elles affectent en un temps très court un nombre élevé de personnes, elles frappent les esprits, mais les marées noires ne sont rien par rapport à un autre phénomène des mers que l'on a évoqué tout à l'heure, que sont les dégazages et les déballastages. Il faut savoir que le pétrole rejeté en mer dans le cadre d'une marée noire ne représente que 5% des hydrocarbures qui sont régulièrement et presque légalement rejetés en mer tous les ans dans les océans. Alors, M. Vallat se félicitait tout à l'heure du travail qui a été fait en France pour limiter, sinon arrêter, les dégazages et les déballastages. Je tiens à dire ici que cette avancée ne doit rien à Intertanko ni à M. Vallat, mais à l'action notamment d'associations de protection de l'environnement comme Greenpeace, qui se sont intéressées, grâce à l'Erika, à cette question et qui se sont rendus compte dans les années 99, donc à la suite de la tempête, qu'un certain nombre de capitaines profitaient du désordre créé par l'Erika pour déballaster au large des côtes françaises. Et jusqu'à présent, on peut dire que la plupart des tribunaux, et c'était Paris essentiellement, puisqu'il y a une compétence désignée pour les affaires de déballastage, en tout cas à l'époque, relaxaient régulièrement les prévenus pour n'importe quel motif, parce que la preuve n'était pas suffisamment bonne, etc. Et depuis l'intervention de Greenpeace et des médias, qui sont arrivés évidemment aux audiences avec Greenpeace, ce système a changé, les amendes sont de plus en plus lourdes, les autorités maritimes françaises déroutent les navires et fixent des cautions, et puis surtout nous avons demandé et toujours obtenu des publications des jugements dans des revues que lisent les armateurs, à savoir la Lloyd's List, et on les a obtenus. Ces condamnations-là ont eu effectivement un effet dissuasif pour les côtes françaises. Voilà. Donc ce phénomène-là se poursuit et donc la lutte doit continuer, mais ce que montre ce problème des déballastages et des gazages, c'est que l'on vit effectivement dans un monde mondialisé et dans un monde économique qui ne se soucie pas des effets pour l'environnement de ces activités, et qu'au-delà des mesures, et je vais peut-être en proposer une ou deux que je vais suggérer tout à l'heure à votre appréciation, il y a aussi la nécessité, maintenant urgente, de revoir de manière globale notre mode de fonctionnement et de s'interroger sur cette dépendance absolument catastrophique à l'énergie fossile. Il est peut-être temps aussi de prendre des décisions, et je crois que M. Vallat moquait le débat sur la transition énergétique qui va avoir lieu. Il est peut-être temps aussi de réfléchir à nos modes de vie, puisque nous sommes tous responsables d'une manière ou d'une autre de ces déballastages. Alors je termine avec quelques propositions, puisqu'il faut faire progresser le droit et il ne faut pas compter uniquement sur les armateurs ou les affréteurs pour le faire. Je propose quelques pistes d'amélioration du droit international. L'une d'entre elles est de revoir la convention donc, de Montego Bay sur le droit de la mer pour définir un principe qui n'existe pas, puisque le principe, c'est la liberté de la navigation maritime,
Et le second principe que désigne Montego Bay, c'est que lorsqu'il y a un accident survenu en mer, c'est la responsabilité de l'État du pavillon qui s'applique et non pas celle de l'État côtier. Donc l'idée est de modifier la Convention de Montego Bay pour permettre à un État qui subit la pollution de poursuivre celui qui en est l'auteur, sans que s'applique cette fameuse règle de l'État du pavillon. Alors, il y a une deuxième proposition, j'ai dit 2 propositions, je vais peut-être en faire 3, je vais abuser. Il y a une deuxième proposition qui est dans les tuyaux, je l'apporte simplement à votre connaissance, puisque c'est un autre problème dont on a un peu parlé, qui est celui de la reconnaissance du préjudice environnemental ou écologique, comme on voudra. À ce jour, il n'est pas consacré par le Code de l'environnement, et Corinne Lepage, d'ailleurs, dans un rapport qu'elle a remis au gouvernement, en fait cette proposition qui est reprise par le Club des juristes, la commission environnement du Club des juristes, dans laquelle je participe également, de consacrer donc le droit à la réparation du préjudice écologique dans un nouvel article du Code civil. Voilà, alors peut-être la dernière proposition, et j'arrêterai là, la dernière proposition serait peut-être également aussi de créer une autorité maritime internationale qui aura pour mission de délivrer les certificats de navigabilité, ne plus laisser cette compétence-là aux États de pavillon pour éviter que ces États-là, qui n'ont pas les moyens de faire des vérifications efficaces, continuent à le faire. Voilà, j'ai été trop long et je vous prie de m'en excuser et je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. Vous avez été trop long de très peu. Il y en a qui ont été beaucoup plus longs que vous. Mais par contre, vous nous avez permis de gagner du temps car lors de cette conférence, nous nous sommes fixés une règle avec les organisateurs, avec l'ensemble de l'équipe que Gilles a déjà remercié en anticipant un peu sur mon travail. C'est normal, il est président, il anticipe. Donc je remercie à nouveau notre équipe. Nous allons demander à chacun des intervenants, avant de quitter la scène, de systématiquement faire une proposition, une idée. Nous allons toutes les recenser à l'issue de la conférence et nous les mettrons en ligne sur le site. Donc Alexandre a déjà épuisé son crédit temps, mais il nous a fait gagner du temps tout à l'heure. Nous allons entamer un certain